Let's Prod, le podcast de la production musicale. Let's Prod, par DJ Network, l'école des DJ et du son. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Let's Prod, le podcast de la production musicale. Je suis Benjamin, formateur à l'école DJ Network. Le thème de cet épisode, les séquenceurs audio. Les logiciels de production musicale sont appelés DAW, en anglais pour Digital Audio Workstation, et séquenceurs en français. Les séquenceurs audio permettent d'enregistrer, d'assembler et de jouer des boucles sonores de manière à les séquencer, c'est-à-dire les déclencher de manière automatisée à n'importe quel moment d'une séquence musicale. C'est ainsi que sont réalisées les productions musicales d'aujourd'hui. Ces séquenceurs, véritables stations de travail audio numérique, permettent entre autres d'utiliser des instruments virtuels sous forme de plugins VST, d'enregistrer des sons externes, d'appliquer des effets audio et de réaliser le mixage audio des morceaux. Pour en savoir plus sur les plugins VST, ces extensions logicielles devenues incontournables dans la production musicale, n'hésitez pas à écouter l'épisode 4 de notre podcast consacré à ce sujet. Parmi les séquenceurs audio les plus couramment utilisés, nous pouvons citer Ableton Live, Cubase, FL Studio, Pro Tools, Studio One, Logic Pro, GarageBand, Reaper ou encore Bitwig Studio. Pour parler spécifiquement d'Ableton, qui vient d'annoncer la sortie d'une toute nouvelle version de Live, nous accueillerons Sylvain Garcia, manager marketing et vente pour la France. Nous évoquerons avec lui les grandes nouveautés de la version 11 d'Ableton Live. Dans la deuxième partie de ce podcast, nous essaierons de déterminer quels sont les séquenceurs les plus adaptés et les plus efficaces pour bien débuter dans la production musicale. Dans une troisième partie, nous ferons un point sur les meilleurs séquenceurs pour enregistrer des sources externes comme des voix, des guitares ou encore des batteries acoustiques. Enfin, nous terminerons par une question qui nous est souvent posée. Existe-t-il un séquenceur parfait ? Voici pour un aperçu du programme qui vous attend dans ce 5e épisode de Let's Prod. C'est parti. Let's Prod. Pour débuter cet épisode sur le thème des séquenceurs, nous accueillons Sylvain Garcia d'Ableton. Bonjour Sylvain, merci de nous accorder cet entretien. Pour commencer, j'aimerais savoir, pour toi, en quoi Live se différencie des autres séquenceurs ? Tout d'abord, d'un point de vue historique, puisque ça a été vraiment le premier séquenceur qui abordait les choses un petit peu différemment. Pendant longtemps, un séquenceur, ce qu'on appelle un DAW ou une STAN en français, c'était vraiment, si tu veux, un petit peu la transposition d'un enregistreur classique à bande. Donc quelque chose qui était très très linéaire, qui allait dans le temps comme ça. Et dès la sortie de Live, ça changeait complètement le paradigme. Donc l'idée, c'était vraiment c'est toujours d'ailleurs le concept inhérent à Live, c'est d'utiliser le studio comme un instrument. Donc en gros, vraiment utiliser l'ordinateur comme un instrument, toutes les possibilités que le studio offre en termes de production, en termes de créativité, pouvoir le transposer et sur scène et en studio. Quand sera disponible exactement la version 11 d'Ableton ? Alors exactement, je peux pas vraiment vous dire, sachant que je sais pas si les auditeurs l'ont bien compris. Donc nous, ce qu'on fait en général, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est qu'on annonce une sortie prochaine d'une version de Live et on met à disposition une version bêta pour les utilisateurs qui possèdent déjà une licence. Ceci pendant un certain laps de temps. En général, quand tout va bien, c'est autour de 3 mois. S'il y a besoin de faire encore des correctifs, parce que tout ce temps-là nous sert à traquer les bugs. On a beaucoup d'interactions avec les utilisateurs qui nous référencent des problèmes, des crashs, des suggestions. Il y a des choses qui peuvent changer pendant ce temps-là. Donc on se donne le temps qu'il faut pour sortir la version officielle. On s'est donné premier trimestre 2021, donc si tout se passe bien, dans le courant février-mars. Quelles sont les principales nouveautés incorporées dans la version 11 ? Il y en a beaucoup. La chose qui me semble importante, c'est de souligner le fait qu'il y a vraiment un énorme travail de réflexion de la part de notre équipe de développement pour créer à chaque fois qu'on fait une nouvelle version. C'est vraiment un challenge dans le sens où, si tu veux insérer des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles choses dans un logiciel, ça paraît simple du premier abord, mais
du fait que, si je fais une correspondance avec ce que j'ai dit un peu avant, le fait que ce soit vraiment, on le pense vraiment comme un instrument. Si tu penses à un instrument, pensons à une guitare par exemple, on va simplifier un peu la chose, ça devient difficile d'insérer des nouveautés sur une guitare de façon comme ça quantitative. Donc effectivement, il y a beaucoup de nouveautés comme à chaque fois, mais pour nous, il y a quand même un panel de nouveautés bien défini et on n'est pas là on n'inonde pas de nouveautés, une nouvelle version. Là, il y a un pan qui est vraiment en référence aux nouveautés qui sont en fait des attentes de nos utilisateurs qui nous ont fait remonter ça depuis un moment. Il y en a par exemple l'assemblage, qu'on appelle le comping en anglais, qui permet de retenir le meilleur de chaque prise qu'on aura pu faire, ça de façon très visuelle et très flexible. Le MPE aussi, qui est un protocole de jeu qui s'apparente au MIDI, mais qui permet vraiment d'avoir une expression très très poussée via un contrôleur dédié, genre jouer, Rolly, des choses comme ça, mais aussi directement à la souris avec des interfaces qui sont assez intéressantes de ce point de vue-là. Il y a tout un pan qui a trait à l'aléatoire, au jeu avec l'aléatoire, quelque chose qui est assez utilisé en musique électronique ou techno. Et puis il y a un pan aussi sound design avec plein de nouveaux effets, avec des packs de sons qui sont assez délirants, et puis beaucoup de petites améliorations ça et là qui sont déjà, on a déjà des feedbacks qui sont très 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 utiles pour les gens qui utilisent Live tous les jours. Peux-tu nous dire un mot sur les banques de sons livrées avec Live ? Alors, pour ceux qui peuvent mettre la main sur la bêta, c'est les gens qui ont une licence de Live qui vont pouvoir accéder à la bêta. On le fait par vague, donc là il y a eu je sais pas combien de milliers de slots qui ont été libérés. Il y aura une deuxième vague, donc au fur et à mesure de l'avancement des jours et des semaines, les utilisateurs pourront avoir accès à la bêta. Tout le monde n'a pas accès pour le moment. Dans cette bêta-là, on va pas tout trouver encore, donc tous ces packs de sons qui seront livrés le jour de la sortie officielle de Live 11 sont pas encore dans cette version bêta qui est pas une version définitive. Ce que je peux dire, c'est que en termes de packs de sons, donc en général, on arrive avec ce qu'on appelle des collections qui sont avec Live Suite. Donc la dernière fois avec Live 10, on avait des collections qui étaient des esthétiques un peu différentes. Enfin, voilà, des packs qui étaient reliés à une esthétique assez précise. Plutôt EDM, plutôt des sons un peu avancés d'avant-garde à la Flying Lotus, plutôt des choses de IDM à la Flex Twist, des choses comme ça. Cette fois-ci, on arrive avec deux sortes de packs bien distincts. On a d'un côté des packs que Ableton a produits, donc 3 packs qui sont plus... Alors il y a un pack déjà qui est utilisable dans la version bêta, qui est absolument magnifique, qui a trait aux voix. C'est beaucoup d'instruments multi-échantillonnés. Et puis il y a un pack qui est plus de l'ordre du sound design pour des choses qui sont cinématiques, pour utiliser pour faire du sound design de films, de documentaires, des choses comme ça, ou pour faire des sons assez ambiantes. Et un troisième pack qui est un pack de sons aussi très très riches qu'on a produit, qui s'apparente à ce qu'on appelle la drone music. Donc en gros, c'est pareil, des instruments multi-échantillonnés, de choses très incongrues, comme je sais pas, je vais prendre un exemple, un gong joué sur une guitare électrique avec un maillet en bois, enfin voilà, des choses qui sont très mélangées comme ça. Et on a une deuxième partie de ces collections-là qui sont une collaboration avec Spitfire Audio, qui est probablement les créateurs de banques de sons et d'instruments samplés les plus reconnus dans la profession. Et donc ces 3 packs, un qui est un quatuor à cordes, qui peut être utilisé vraiment dans plein de domaines différents. Ça peut être pour la pop, ça peut être pour le sound design de films, des choses comme ça. Pareil, un quatuor de cuivre et un piano qui peut être vraiment utilisé là aussi dans plein d'esthétiques différentes et qui sonne vraiment merveilleusement bien. Qui sera disponible probablement, je sais pas, peut-être à la fin de la bêta ou le jour de la sortie. Quelles sont les différences entre les 3 versions de Live, intro, standard et suite ? Alors ça, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'on nous le demande souvent. Alors, on peut noter le détail des différences sur le site d'Ableton, qui est aussi en français, donc un tableau comparatif. Il y a une confusion aussi qui est faite, donc que tu n'as pas faite, ça c'est très bien, entre la version intro et la version light. Si je peux aider à éclairer les gens là-dessus, la version light, c'est pas une version qu'on commercialise, c'est une version qui est ce qu'on appelle bundlé, donc qui est quand vous achetez une carte son ou un clavier ou quelque chose, un équipement musical.
vous allez pouvoir trouver une copie d'Ableton Live gratuite avec ce matériel-là. Donc c'est ce qu'on appelle une version light. C'est vraiment la plus petite des versions. C'est une version, avec un numéro de série. Hein. On la possède ensuite, mais avec beaucoup de limitations en termes de nombre de pistes, de choses comme ça, d'effets, beaucoup de limitations, mais déjà un avant-goût de ce qu'on peut faire avec Live. La version intro, c'est la version vraiment d'entrée de commercialiser, donc qui est vraiment facile d'accès. Elle coûte 79 € si je ne me trompe. Et là, on a vraiment la possibilité de faire beaucoup de choses avec. Alors par contre, c'est vrai qu'il y a des limitations en termes de nombre de pistes, de nombre de scènes, de nombre d'effets, des choses comme ça. Mais déjà, on a vraiment accès à beaucoup de choses. À noter qu'avec la version Live 11, on a repoussé ces limitations par rapport à la version 10 ou les versions précédentes. Donc, on va avoir par exemple 16 scènes disponibles au lieu de 8, des choses comme ça. Ensuite, on a la version standard qui est la version socle. Je crois que les gens les élèves de DJ Network qui s'inscrivent à l'année ont droit à une version de Live standard, qui est une version complète, hein, sans aucune limitation, mais qui ne contient pas forcément tous les instruments, tous les sons, et l'accès à Max for Live, qui est quand même un accès très très important, que rend disponible Live Suite. Donc voilà, c'est la version complète, Live Standard, mais il manque une flotte d'instruments, il manque des packs, des choses comme ça, et puis l'accès à Max for Live, qui est la porte ouverte à des milliers d'instruments, d'effets audio, d'effets MIDI que des tas de développeurs à travers le monde partagent. Au niveau du processeur, est-ce que Live gère plus facilement les processeurs multicœurs ? De la façon dont Live gère les multicœurs, il vaut mieux avoir 15 pistes avec 15 effets séparés dans chaque piste qu'une piste avec 15 effets dessus, par exemple. Live va splitter un peu les ressources via les pistes. Donc, il vaut mieux faire plus de pistes que d'avoir beaucoup de choses dans une piste. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Peux-tu nous parler du contrôleur Push ? Qu'est-ce qui le différencie des autres contrôleurs à pad pour Live ? Pour nous, c'est un instrument plus qu'un contrôleur, même si effectivement, ça permet de contrôler aussi, qui est vraiment dédié à Live. Il est utilisable en MIDI sur d'autres plateformes, d'autres logiciels, tout ça, mais il est vraiment pensé pour Live. Et l'intégration à Live est ultime. Hein. Je veux dire qu'il n'y a personne qui pourra me contredire là-dessus. Pour tous les gens qui veulent un peu s'affranchir, c'est quand on passe beaucoup de temps à faire de la musique, on est assis, on est devant un écran. On perd un petit peu, il faut le dire, de l'interaction, du geste qu'on peut avoir. Push, c'est vraiment une machine qui est faite pour solutionner ça, hein, de retrouver du geste musical, d'essayer des choses, de le faire très très rapidement, de coucher des idées. Pour les gens qui veulent vraiment s'essayer à créer très rapidement, à essayer des choses, et puis après sur scène aussi à pouvoir manipuler et contrôler sur cette Live, c'est probablement la meilleure machine. Quelles sont les nouvelles fonctions ou technologies que l'on peut attendre dans les prochaines versions de Live ? Si je le savais, je te le dirais pas. Et je le sais pas. Pour te dire la vérité, on essaye des choses. On a un laboratoire où on essaye beaucoup de choses. Alors des choses où on sait qu'on n'intégrera pas avant 10 ans. Des choses qu'on peut pressentir intégrer peut-être dans la prochaine version, mais on sait pas non plus. Là, avec la pandémie, c'est difficile, mais à Berlin, on a un laboratoire aussi d'utilisateurs. Enfin, on invite beaucoup d'artistes. On invite aussi des gens qui sont débutants, peut-être des gens qui sont en apprentissage, comme des gens qui peuvent être à DJ Network, pour voir un petit peu aussi comment ils réagissent avec Live. On leur montre des choses sur lesquelles on travaille. Voilà, on élabore des concepts avec eux. Et pour te dire la vérité, chaque version, comme je le disais au début, on essaie d'écrire une histoire avec. Donc, on ne sait pas quelle histoire on va écrire avec Live 12. Donc, pour le moment, on ne sait pas du tout. Un grand merci à Sylvain Garcia de nous avoir éclairé sur la version 11 d'Ableton Live. N'hésitez pas à visiter le site officiel d'Ableton pour plus d'informations. On enchaîne avec notre deuxième sujet consacré au meilleur dos pour bien débuter en production musicale. Let's Prod, le podcast de la production musicale. Quand on débute la production, la première question qui vient généralement est « quel logiciel choisir ?» Il est en effet parfois difficile de se décider tant l'offre de logiciels de production est importante. Souvent, le choix est influencé par un élément extérieur. Cela peut être le conseil d'un ami, l'envie de faire comme un producteur que l'on apprécie, ou tout simplement par le biais d'un tutoriel suivi sur YouTube. Mais concrètement, quels sont les séquenceurs recommandés pour débuter ? Si vous êtes sur Windows,
Nous vous recommandons fortement Ableton Live ou FL Studio. En effet, ces logiciels sont connus pour être très intuitifs et semblent être un parfait choix pour les débutants. Avec FL Studio, il est possible d'obtenir en quelques clics une base rythmique assez professionnelle. Ce n'est pas pour rien qu'il est devenu l'un des logiciels préférés des jeunes beatmakers et de tous ceux qui créent des instrumentales pour la musique urbaine, comme par exemple la trap. Évidemment, il est tout de même nécessaire de posséder de bons sons, de bons échantillons sonores aussi appelés samples. Pour cela, utiliser des sites comme Splice ou encore Loopcloud facilite grandement la tâche. Le logiciel Ableton Live brille lui aussi par sa simplicité d'utilisation et peut même se révéler une fois maîtrisé plus complet que FL Studio. En plus des fonctions de création, Ableton Live offre des outils dédiés à la réalisation de performances live et peut donc être utilisé sur scène, en concert, ce que FL Studio ne propose pas. Côté instruments proposés, FL Studio est particulièrement bien fourni au niveau des synthétiseurs. Pour les instruments réels comme les violons, les cuivres ou les percussions, Ableton Live arrive en tête. Comme vous le voyez, chaque logiciel a ses qualités et ses défauts. Comment alors les départager ? FL Studio est parfait pour les jeunes producteurs spécialisés dans un style musical précis, tandis qu'Ableton Live peut s'avérer un choix plus pertinent si vous recherchez une certaine polyvalence. Vous êtes sur Mac ? Un logiciel comme GarageBand peut être idéal. Il est gratuit, facile à utiliser, et les instruments et effets inclus sont d'excellente qualité. Grâce à GarageBand, il est très facile de s'initier à la musique assistée par ordinateur et comprendre comment un séquenceur audio fonctionne. Dans un second temps, il sera possible de passer sur un logiciel plus professionnel comme Logic Pro X, toujours édité par Apple. Vous retrouverez d'ailleurs une interface similaire. D'autres logiciels de production musicale comme Cubase, Pro Tools et Studio One existent. En revanche, ils sont plus destinés aux professionnels qu'aux débutants. Dans tous les cas, n'hésitez pas à télécharger les démos de tous ces séquenceurs pour les tester et les comparer vous-même. Let's Prod. Même si l'essentiel des productions musicales sont réalisées directement dans le logiciel, il est parfois nécessaire d'enregistrer des sons externes comme des batteries acoustiques, des guitares ou des voix. Pour cela, votre station de travail doit être équipée d'une carte son avec des entrées audio. Il est possible de s'en procurer une pour un tarif raisonnable, notamment chez Focusrite. Il faut savoir que l'enregistrement d'une source audio externe dite analogique et sa restitution en numérique nécessitent une étape de conversion. Cette conversion est assurée par la carte son, mais n'est pas tout à fait réalisée en instantané. En effet, cette étape de conversion provoque ce qu'on appelle de la latence, c'est-à-dire un retard temporel, souvent de quelques millisecondes. Que vous enregistriez une voix, une guitare ou une batterie, il y a donc un délai entre le moment où une note est jouée ou chantée et lorsqu'elle est entendue à travers votre séquenceur. Ceci peut s'avérer peu pratique, voire très désagréable au quotidien. Si vous possédez une machine puissante, vous pouvez réduire la latence en réduisant ce qu'on appelle la mémoire tampon ou buffer, mais vous n'obtiendrez jamais une latence nulle. Avec une carte son, il est possible d'enregistrer des sources audio externes sur la plupart des séquenceurs. Des logiciels comme Cubase, Studio One, Logic Pro X ou encore Ableton Live sont parfaits pour ça. Dans le monde professionnel, il existe des alternatives pour enregistrer une source externe sans latence. Le premier séquenceur audio à avoir proposé un enregistrement sans latence est Pro Tools. Grâce à une interface spéciale HD qui contient des processeurs internes, Pro Tools offre un enregistrement sans aucune latence. Ceci explique en partie pourquoi Pro Tools est l'un des DAW les plus répandus dans les studios professionnels. En contrepartie, il faudra compter au minimum 5 000 € pour l'achat du logiciel et de l'interface audio HD. Pro Tools a aussi été l'un des tout premiers séquenceurs à proposer des fonctions de comping, c'est-à-dire la possibilité d'assembler facilement plusieurs prises de son pour obtenir la prise parfaite. Ce qui fut à l'époque une véritable petite révolution dans le monde de l'enregistrement numérique. Néanmoins, des logiciels comme Cubase, Studio One, Logic Pro et même bientôt Ableton Live dans sa version 11 proposent cette fonctionnalité. Jusqu'à récemment, Pro Tools restait la seule alternative pour une latence nulle. Mais en 2020, la marque Universal Audio a sorti son propre séquenceur audio, Luna. Luna est le premier logiciel de production musicale depuis Pro Tools à proposer un enregistrement sans aucune latence, et ce, gratuitement si vous possédez une interface audio Apollo. Les prix de ces interfaces démarrent à environ 500 €, ce qui est quand même 10 fois moins cher que Pro Tools HD. Pour résumer, si votre ordinateur est suffisamment puissant, nous vous conseillons pour enregistrer des sources audio externes des logiciels comme Cubase, Studio One, Logic Pro ou Ableton Live, et pour un enregistrement sans aucune latence,
l'achat d'une interface UAD Luna sera recommandé. Let's Prod. Le séquenceur audio parfait existe-t-il ? D'une manière générale, aucun séquenceur ne fait l'unanimité et c'est bien normal, car chacun possède ses points forts et ses points faibles. Certains sont plus performants pour les process de création, alors que d'autres auront une longueur d'avance dans l'enregistrement et l'édition audio. Le meilleur logiciel de production musicale est donc celui qui correspond le plus à votre contexte d'utilisation. Si vous vous orientez uniquement vers la production, Ableton Live, FL Studio ou Logic Pro sont probablement un bon choix. Si vous désirez enregistrer, mixer, voire masteriser des morceaux, il faudra plutôt opter pour des logiciels comme Pro Tools, Cubase et Studio One. Nous vous recommandons d'installer et d'essayer les démos des logiciels qui retiennent votre attention pour vous familiariser avec les différentes interfaces proposées avant de faire votre choix. Il est ensuite conseillé de rester fidèle au logiciel que vous aurez choisi pour espérer l'utiliser avec maîtrise. C'est en travaillant sur les mêmes outils pendant longtemps que vous obtiendrez les meilleurs résultats. Et n'oubliez pas, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Alors produisez, peu importe l'outil. C'est tout pour aujourd'hui. Si ce podcast vous a plu, sachez que vous pouvez retrouver les autres épisodes sur votre plateforme préférée, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google, Amazon et bien d'autres. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et bien sûr un maximum d'étoiles. À très vite pour un nouveau numéro de Let's Prod. Let's Prod. Le podcast de la production musicale. Let's Prod. Par DJ Network. L'école des DJ et du son.